Bonjour Abdel, merci de nous rejoindre sur ce podcast pour discuter de l'EIP 1559 et du développement d'Ethereum. Tu es core dev Ethereum chez Consensus et tu t'occupes plus particulièrement du développement et de l'implémentation de ce fameux EIP qui va changer beaucoup de choses sur le réseau et on va y revenir tout au long de cet épisode justement. On va également parler au global de ta mission de dev sur Ethereum et tenter de répondre à la fameuse question: comment mettons à jour une blockchain? Et on verra enfin ce qui se profile avec Ethereum 2.0 dans les prochains mois. Bref, vaste programme, mais je suis super content d'aborder ces sujets-là avec toi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, s'il te plaît, nous raconter comment tu es arrivé dans les cryptos et puis à Consensus? Ok, donc bonjour à tous. Donc je m'appelle Abdelhamid Bakta, donc vous pouvez m'appeler Abdel. Alors moi du coup je travaille dans le domaine de la crypto blockchain. Donc ça fait à peu près 3 ans maintenant que je travaille chez Consensus, donc le leader, l'entreprise leader sur l'écosystème Ethereum, qui est notamment connu pour pas mal de ses outils sur la blockchain Ethereum, normalement comme par exemple Infura, Truffle, ce genre de choses. Avant de rejoindre Consensus, je travaillais plus dans le domaine, dans un domaine non blockchain, plutôt dans le domaine du paiement bancaire, donc sur des solutions dites de cloud-based payment. Donc c'est des solutions qui permettent à un utilisateur de payer avec son smartphone, avec des technologies sans contact. Donc par exemple l'application de votre banque, vous allez payer avec votre smartphone en sans contact directement. J'avais un gros background sur la partie sécurité et cryptographie en général. Donc parce que bon, on dit crypto à tort et à travers, mais crypto c'est la cryptographie, c'est pas forcément que les cryptocurrencies. Donc moi j'avais un background dans la cryptographie en général, donc tout ce qui va être technique de chiffrement pour sécuriser des données, etc. Et du coup, je suis tombé amoureux de la blockchain après avoir vu une conférence, notamment présentée par Stephen Tual, sur Ethereum. Du coup, il avait expliqué un petit peu, c'était avant la sortie d'Ethereum, donc expliquer le projet, les concepts, etc. Et j'étais vraiment tombé amoureux de ce projet-là, de la philosophie en général et tout. Et du coup, je me suis dit, bah, je veux travailler là-dedans. Donc pendant plusieurs mois, j'ai essayé de convaincre mon entreprise, etc., de tenter de faire des petites expérimentations en utilisant la blockchain, parce qu'en plus, je me disais naturellement, voilà, on travaille dans le domaine du bancaire, la sécurité, etc. Il pourrait y avoir des synergies entre ces deux domaines. Bon, on a essayé, on a fait des petites expériences, mais je voyais qu'ils n'étaient pas convaincus et voilà, ils voulaient pas investir plus dans la blockchain. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de quitter du coup mon ancienne entreprise et de rejoindre Consensus. Et à Consensus, tu as toujours eu ce poste-là auprès de l'EIP 1559? Ouais, du coup, bah alors Consensus, j'ai eu deux expériences différentes à Consensus. Donc Consensus, en fait, à la base, se voulait comme une sorte de startup studio, incubateur. En fait, l'idée, c'était qu'il y avait plein de projets. Vraiment, il n'y avait pas forcément de ligne directrice. Bon, il fallait que ça reste sur Ethereum, c'était la seule contrainte. Mais il y avait plein de projets comme ça, etc., qui émergeaient de leur côté. Et potentiellement, l'idée derrière, c'était de sortir de Consensus avec Consensus qui détient des actions du projet. Donc il y avait plein de projets comme ça. Donc moi j'en avais rejoint un qui s'appelait Hellhound et c'était en fait une plateforme de ce qu'on appelle de blind computation. Alors qu'est-ce que c'est? En fait l'idée c'est de fournir à des utilisateurs une plateforme qui avec une grosse puissance de calcul pour faire des calculs complexes, décentralisés. Mais la particularité c'est que elle va travailler sur des données qui sont sécurisées, à la différence par exemple de projets comme Golem, etc. Donc c'est une plateforme de calcul distribué, mais en fait le problème c'est que ça va travailler sur des données en clair. Donc c'est ce qu'on appelle un petit peu la double peine, c'est-à-dire que à la fois vous payez pour un service et en plus vous fournissez vos données. Donc ça c'est pas terrible et il y a plein de domaines d'application dans lesquels c'est même pas acceptable, notamment dans le domaine de la santé. Donc l'un des proof of concept sur lesquels on travaillait, c'était pour faciliter et automatiser le matching des dons d'organes, notamment les reins. Parce qu'en fait, les reins, la particularité, c'est que il faut une compatibilité. Et en fait, même si vous avez quelqu'un de votre famille, par exemple, qui a besoin d'un rein, vous voulez potentiellement lui donner, mais vous n'êtes pas forcément compatible. Et à l'autre bout de la planète, il peut y avoir le même scénario avec deux autres personnes, mais il se trouve que potentiellement, vous pourriez faire des donations croisées.
C'est ça le truc. Mais le problème actuel, c'est que les données de santé sont encore plus sécurisées que le monde du paiement, donc c'est étanche. Donc il n'y a absolument aucun moyen de détecter à l'heure actuelle ces donations croisées potentielles. Et donc en fait, ce système permettait aux hôpitaux de travailler entre eux sur un système décentralisé sans pour autant divulguer les données de leurs patients. Donc en fait, c'était vraiment quelque chose de révolutionnaire pour le coup qui peut sauver des... Ah, sauver des vies, je pense que tu voulais dire. Ça a bugué un petit peu. Et ensuite, suite à des choix de la direction, de ta direction, tu as basculé sur un autre projet auprès du client Ethereum de Consensus, justement. En fait, c'est super important dans un écosystème blockchain d'avoir une diversité des clients Ethereum. Donc le client Ethereum, qu'est-ce que c'est? C'est le logiciel qui va faire tourner votre nœud. Qu'en fait, sur la blockchain, il y a plusieurs nœuds qui vont communiquer entre eux, échanger des transactions, etc., valider les blocs. Il faut bien sûr faire tourner un logiciel pour ça. Mais en fait, c'est pas envisageable d'avoir une seule implémentation, un seul logiciel qui permet de faire ça. Pourquoi? Parce que c'est trop risqué en fait. C'est un point potentiellement de centralisation et une équipe mal intentionnée ou des développeurs pourraient introduire ce qu'on appelle des backdoors, donc du code malicieux pour mettre des failles dans le protocole. C'est pour ça qu'on encourage fortement la diversité des clients Ethereum et c'est pour ça qu'il y en a dans des multitudes de langages maintenus par différentes entreprises, différentes équipes et la communauté open source. Avant de te demander ce qu'est un EIP et de parler du fameux 1559, est-ce que tu peux nous emmener un petit peu dans ton quotidien à Consensus? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Est-ce que tu vadrouilles sur les différents forums? Tu regardes les discussions ou est-ce que tu attends qu'un EIP soit voté pour l'implémenter? Bref, amène-nous un peu dans ton quotidien. Donc déjà, bon, on n'a pas le temps d'attendre, clairement. J'ai pas le temps d'aller sur les forums ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment, ça marche vraiment en mode flux tendu. Il faut savoir que toujours, il y a des dizaines de IP qui sont à implémenter dans le futur. Donc là, par exemple, on parle du prochain hard fork, donc le prochain upgrade London qui arrive en juillet, mais on a déjà un backlog de IP prévu pour la suite. Donc là-dessus, on n'a pas à attendre. Alors, mon quotidien, à quoi ça ressemble? On travaille principalement en méthode agile. En fait, c'est-à-dire que grosso modo, on va définir des sprints, en général sur 2 semaines. On a 2 étapes importantes pour un sprint, l'ouverture et la clôture. Donc à l'ouverture, donc on a l'équipe qui va se réunir, donc la partie technique, les ingénieurs, etc., et la partie aussi un peu product management, project management, gestion de projet, et on va réfléchir ensemble sur comment prioriser en fait les choses à faire durant un sprint. Parce que donc faut savoir qu'on implémente des EIP, etc., pour la partie Ethereum mainnet, mais on a aussi des priorités un peu plus en interne parce que notre client Ethereum, il a la particularité de fonctionner aussi pour des réseaux de consortium ou des réseaux dits privés ou permissionnés pour des clients entreprises, des institutions. Il faut savoir que voilà, il y a des institutionnels qui utilisent le protocole Ethereum, mais qui ne veulent pas être sur le mainnet, donc ils utilisent ce qu'on appelle des réseaux de consortium qui vont utiliser le protocole Ethereum, mais avec des variantes. Notamment, l'une des variantes, c'est que ça va pas être du proof of work, mais ça va être d'autres algorithmes de consensus. Par exemple, un des algorithmes qu'on a dans notre client, c'est IBFT, et en gros, c'est un mécanisme plus ou moins avec des nœuds qui sont des validateurs et avec un système d'élection, et les validateurs tournent à tour de rôle, etc. Donc, c'est des algorithmes de consensus qui permettent de gérer un certain nombre de nœuds malicieux potentiellement. Donc ça permet à plusieurs entreprises, par exemple, de se mettre d'accord. On va faire un réseau entre nous. On veut pas utiliser le mainnet. On va chacun avoir des nœuds validateurs, mais on se fait confiance tant qu'il y a un certain nombre de nœuds qui sont honnêtes. Le réseau, voilà, il va être sécurisé. Donc on a aussi toute cette partie-là qui peut des fois intervenir dans notre roadmap, etc. Donc il faut qu'on arrive un petit peu à gérer les deux. Bon, on cloisonne un petit peu. Normalement, on a des équipes spécifiques qui travaillent sur le mainnet et d'autres équipes qui travaillent plus sur le réseau permissionné. Moi, je travaille plus sur le côté mainnet. Mais comme c'est un code qui est commun, il se peut que des fois, il y ait un petit peu d'overlap ou de choses qui impactent dans les deux sens. Et donc, on définit les tickets pour un sprint, etc. Et ensuite, au quotidien, on a aussi un petit bilan pour voir où on en est, est-ce qu'on a des difficultés rencontrées, par exemple, au cours du sprint. En parallèle de ça, toutes les 2 semaines, il va y avoir ce qu'on appelle le All Core Dev. Donc, c'est une réunion super importante dans l'écosystème Ethereum qui a lieu toutes les 2 semaines, le vendredi, qui est diffusé en live sur YouTube d'ailleurs. Et c'est là où, en fait, où se réunissent tous les développeurs, les core développeurs, ce qu'on appelle, c'est ceux qui travaillent vraiment sur le protocole, donc les clients Ethereum de différentes équipes et tout. On se réunit tous ensemble et on discute justement des EIP en cours. Est-ce qu'il y a des problèmes? Voilà, les prochains, par exemple, s'il y a là, comme là, en juillet, il y a un hard fork de prévu. Est-ce qu'on est toujours à l'heure pour tenir les délais? Ou on
on est dans les testnets. Là, par exemple, hier, il y a eu l'activation de London sur Ropsten. On discute de ce genre de choses. C'est un truc que j'aimerais préciser d'ailleurs, que j'aime énormément dans cet écosystème, qui m'a d'ailleurs un peu surpris. En venant avant dans le domaine des entreprises privées, etc., il y a forcément cette notion de concurrence. Donc voilà, nos concurrents, voilà, on essaie de un petit peu jalousement garder nos secrets, etc. Il n'y a pas vraiment de collaboration, etc. Donc là, à la différence de ça dans cet écosystème, donc là, par exemple, quand on se réunit dans les Core Dev avec les équipes de Get, Open Ethereum, etc., qui sur le papier sont nos concurrents, parce que voilà, on a potentiellement des marchés communs, etc., au niveau des entreprises et tout. Mais pour autant, c'est une collaboration qui est vraiment saine et il n'y a pas du tout de on va garder des secrets, etc. Au contraire, on va tous essayer de se tirer les uns les autres vers le haut, puisqu'on œuvre tous pour un but commun qui est d'avoir le réseau le plus sécurisé possible et le plus efficace. Donc ça, je tenais à souligner ça là-dessus, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment plu dans l'écosystème Ethereum. C'est un peu cette émulation positive et cette collaboration entre les différentes équipes, même si pour autant, des fois, on pourrait être sur le papier être considéré comme concurrent. Et justement, tu parlais de la concurrence entre les différentes entreprises. Quel est le business model de Consensus et des boîtes du même secteur qui travaillent sur ces sujets? Très, très bonne question. Et en fait, c'est très problématique parce que en fait, le protocole en tant que tel, donc les clients Ethereum, c'est pas monétisable en fait. Parce que là, tous les clients, ils sont gratuits. En fait, là, vous prenez le code source de n'importe quel client, vous pouvez le faire tourner chez vous, etc. Il n'y a pas de business model à proprement parler. Donc nous, on a une gamme entreprise. Donc là, potentiellement, on a des clients et on va se rémunérer sur des choses comme du support, des choses comme ça, un système de licence ou des développements spécifiques de plugins qui vont se rajouter par-dessus notre client pour répondre à des besoins spécifiques à une entreprise. Mais quand on fait un client qui est uniquement mainnet, c'est vraiment pas monétisable. Donc c'est concrètement c'est l'Ethereum Foundation principalement qui va financer les développements. Donc l'Ethereum Foundation qui voilà a de l'Ether et qui va au travers de ça essayer de financer les développements. Il y a aussi des personnes qui font des donations, etc. Mais il n'y a pas de business model à proprement parler pour la couche protocolaire. Par exemple, on pourrait il y a d'autres blockchains qui ont une approche différente et qui disent que voilà, une partie des frais des transactions vont pouvoir rémunérer les équipes qui travaillent sur le protocole, etc. Mais ce n'est pas le cas sur Ethereum. Donc ouais, il n'y a pas de monétisation à proprement parler du protocole. La valeur, en fait, c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que c'est vraiment ceux qui tournent sur ce qu'on fait nous qui a de la valeur. Donc toutes les dApps, la DeFi, Uniswap et compagnie, c'est là où la valeur se crée. Mais pour autant, tout ça n'existerait pas sans la couche basse qui est ce qu'on fait nous. Quand tu regardes dans le rétro de la vie d'Ethereum, tu retiendrais quel moment clé, positif comme négatif, quel moment qui ont vraiment marqué l'écosystème et sa communauté? Peut-être en premier lieu un événement négatif, mais le hack de The DAO. La première qui m'est venue en tête quand tu m'as posé la question, c'est effectivement la DAO. Donc, si on peut en reparler rapidement. Donc, c'était il y a 5 ans. On a fêté l'anniversaire, je crois, hier d'ailleurs. C'était quoi? Donc, c'était l'un des premiers gros projets d'envergure sur Ethereum. Donc, une DAO, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une organisation décentralisée autonome. L'idée, c'est vraiment d'avoir un système dans lequel on va avoir une organisation. Bon, la forme naturelle d'une organisation, comme on peut l'avoir, ça pourrait être une entreprise ou quoi que ce soit, mais qui va fonctionner de manière décentralisée et géré en partie ou entièrement, mais bon, c'est difficile de faire entièrement, par des smart contracts. Donc des smart contracts qui vont gérer des fonctionnalités primaires d'une organisation. On peut par exemple penser naturellement à la gouvernance, la prise de décision. Donc dans une organisation, on a besoin de prendre des décisions. Qui dit prise de décision dit qui va prendre les décisions, comment on va prendre les décisions. Donc on peut utiliser des smart contracts pour faire un système par exemple de vote où en fonction de certains critères, vous allez avoir un poids de vote plus ou moins important. Ça peut être basé sur votre nombre de tokens ou des choses comme ça. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir une DAO. Et là, en fait, on pouvait investir dans des projets. Donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir voter pour des projets, etc., pour leur permettre de voir le jour, financer des projets. Et en fait, il se trouve que c'est un super projet à l'époque. Et vraiment, Ethereum commençait à être un peu sous les projecteurs grâce à ça et tout. Mais malheureusement, il y avait eu une faille dans le protocole.
au niveau de l'implémentation du smart contract de la DAO. Et cette faille, qu'est-ce que c'était? Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais c'était une faille qui permettait, en fait, potentiellement de siphonner indéfiniment, de rappeler la même fonction indéfiniment dans le smart contract et de pouvoir retirer les fonds qui étaient injectés dans la DAO. Donc, un hacker a trouvé cette faille et il l'a exploitée. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, c'est vraiment une leçon, même pour le monde logiciel en général, j'ai envie de dire, parce que franchement, moi, ça m'a marqué cet événement-là, parce que, voilà, il y a eu un bug d'une ampleur monstrueuse. Voilà, on parlait je sais plus les montants, mais c'était plusieurs millions, etc. Ça aurait pu vraiment tuer Ethereum sur le coup, parce que clairement, en termes d'image, c'était monstrueux comme mauvaise image pour le projet. Si le premier projet de grande envergure, tombe à l'eau pour des raisons de sécurité, voilà, c'était vraiment un sale coup pour Ethereum. Et en fait, je trouve que voilà, malgré tout, la communauté a super bien réagi. Donc, il y avait deux écoles. Il y a l'école qui dit les règles sont les règles, on n'a pas le droit de changer les règles en cours de route, sinon c'est voilà, autant dire pourquoi utiliser une blockchain si on dit on peut changer les règles en cours de route. Et il y avait l'autre école, qui l'a emporté, qui disait bah oui, mais là on est face à quelque chose qui peut tuer le projet dans l'œuf, donc faut réagir. Donc quelle a été la réaction? C'est-à-dire de faire un fork en urgence qui corrigeait cette faille. En fait, c'était même pas une correction de la faille, grosso modo, c'était juste blacklister les adresses du hacker. Et c'est-à-dire que grosso modo, après ça, il y a eu un fameux fork. Il y a eu deux chaînes, donc Ethereum qui est en final la nouvelle chaîne et Ethereum classique qui est celle d'origine en fait. Donc qui vit encore, hein, d'ailleurs étrangement ETC existe encore, il se monnaie encore, il a eu ses moments de gloire durant ce bull run là. D'ailleurs c'est complètement incompréhensible. D'ailleurs on pourra en reparler de ce phénomène pour EIP 1559 parce que voilà, faudra qu'on en reparle. Du coup, voilà, à l'issue de cet événement, il y a eu ces deux chaînes, ces deux forks et tout. Donc, voilà, il se trouve que Ethereum, la chaîne actuelle qu'on connaît, l'a emporté. Et comment ça se passe? En fait, c'est la majorité des nœuds qui va décider de quelle est la chaîne officielle. Donc, ça, c'est vraiment la première date que je retiendrai. Après, en termes de gros événements, etc. Je pense qu'il y en a eu pas mal, mais il y a eu aussi à un moment donné une faille sur la partie sur le client Parity, donc j'en parlais tout à l'heure. C'était une grosse faille sur leur version multisignature, donc ce qui permettait en fait de valider des transactions, mais en utilisant plusieurs clés privées. Donc il y avait pareil une grosse faille à ce niveau-là. Et là, quelle leçon on peut en tirer? C'est justement l'importance de la diversité des clients qui a fait que le réseau a survécu, etc. Parce que voilà, Parity n'était pas le seul client à ce moment-là, et heureusement. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme date? En gros événements marquants, franchement, j'en vois pas tant que ça. Après, il y a des événements qui sont plus liés au marché, mais bon, ça, c'est pas vraiment des choses à retenir. Bon, il y a eu les différents bull runs, les différents cracks. L'annonce d'Ethereum 2.0, peut-être, non? C'était aussi oui. Oui, en termes de milestone, clairement, ça c'est assez énorme. Donc oui, la première phase de Ethereum 2 qui a eu lieu du coup il y a pas si longtemps avec la mise en place de la Beacon Chain. Et donc ça c'est vraiment une milestone énorme puisque les détracteurs d'Ethereum, leur principale chose c'est oui, Ethereum 2 ne verra jamais le jour, etc. Et donc voilà, le fait que cette phase s'est bien passée et que là on peut voir sur les deposits, voilà, il y a énormément d'Ether stackés dans le contrat de deposit Ethereum 2, énormément de validateurs, etc. Donc ça reste une très très belle réussite, prometteuse pour l'avenir de Ethereum 2. En termes de grosses milestones pour Ethereum, en fait là on va les vivre très prochainement. D'ailleurs, l'un des sujets sur lesquels on va parler, l'EIP 1559, en est une énorme. Elle est très attendue par la communauté. C'est probablement l'EIP la plus populaire et la plus controversée de l'histoire d'Ethereum, parce qu'en fait c'est même personnellement moi c'est même la première fois que je vois que le public, des gens lambda, prononce le numéro d'une EIP, parce que normalement c'est ultra technique un numéro d'EIP, et voilà, il y en a des milliers par définition, et là les gens connaissent EIP 1559. Rien que ça, je trouve ça phénoménal, et c'est en dit long sur l'impact de cette EIP sur la communauté. Et en termes de gros événements aussi, il va y avoir ce qu'on va appeler le merge. Qu'est-ce que c'est le merge? C'est vraiment une étape aussi cruciale vers la transition officielle effective de Ethereum 2. C'est le passage vraiment au proof of stake. Du coup, arrêter le proof of work sur Ethereum pour passer au proof of stake. Donc, les premières dates, estimations, on essaye de taper pour fin d'année. Bon, ça va être
c'est ambitieux, ça paraît difficile. Moi, personnellement, j'y crois pas, pour être tout à fait transparent. Je pense que du coup, ça va être plutôt au premier trimestre 2022 qu'on pourra avoir vraiment cette transition effective au proof of stake. Et on voit que aussi, ça va être super important par rapport aux arguments écologiquiques, voilà, le coût du proof of work, l'impact sur l'écologie, etc. Donc, ça devient effectivement vital de passer sur du proof of stake. Aussi, avec le IP 1559, pourquoi ça a accéléré d'ailleurs? Parce que normalement, en vrai, ça devrait être un peu plus loin, le fameux merge. Mais en fait, Vitalik, en fait, c'est lui qui a initié ce mouvement. Il s'est dit, faut faire un plan d'urgence pour passer au proof of stake. Pourquoi? Bon, bah, déjà d'une, voilà, on est pas mal à être soucieux de l'impact environnemental, mais il y a aussi une autre raison et qui est liée à 1559, c'est justement le poids des mineurs sur la chaîne Ethereum. En fait, on se dit que là, voilà, avec 1559, il y a eu des problèmes, on va en reparler. Mais du coup, ça veut dire que les mineurs ont trop de pouvoir et potentiellement, s'ils le voulaient, ils pourraient tenter même de décaler ou voire d'annuler totalement le passage au proof of stake, ce qui serait une catastrophe. Donc, parce que voilà, il y a des forts enjeux financiers, économiques. Donc voilà, pour pallier au fait que les mineurs ont trop de pouvoir sur la blockchain Ethereum, Vitalik a réfléchi à un plan d'urgence pour passer plus rapidement au proof of stake qu'initialement prévu. Et donc c'est le fameux merge, c'est ce qu'on appelle le merge qui va avoir lieu fin d'année ou au premier trimestre 2022. Ouais. Avant de parler de ça, est-ce que tu peux nous rappeler comment on passe d'une idée sur un forum posté par un utilisateur d'Ethereum, par exemple, à un EIP implémenté sur le réseau et donc à un changement sur le réseau Ethereum? C'est intéressant de parler de ça. Donc un peu comment marche la gouvernance sur Ethereum, comment on passe, comme tu dis, de stade d'idée à réalisation concrète sur le réseau. Alors en fait, il y a plusieurs étapes. Le processus global, c'est le processus des EIP. Donc EIP, c'est Ethereum Improvement Proposal. Donc grosso modo, c'est une proposition d'ajouter une fonctionnalité ou de changer quelque chose dans le protocole, corriger un bug. Donc première chose que je peux dire déjà, donc c'est un processus qui se passe en plusieurs étapes et aussi il y a plusieurs catégories d'EIP. Donc je veux commencer un petit peu pour parler des catégories d'EIP. Donc il y a les EIP dites Core EIP. Donc une Core EIP, qu'est-ce que c'est? C'est une EIP qui va nécessiter justement un hard fork ou un network upgrade, une mise à jour du réseau. Vous savez, régulièrement, en fait, il va y avoir des mises à jour. On en parle là, dernièrement, il y avait eu Berlin. La prochaine, c'est London. Donc voilà, c'est tout le temps des noms de villes européennes. Donc il y a eu Istanbul, Constantinople, enfin il y en a eu plein. Et c'est là où on se permet de dire que voilà, là il y a un changement qui va casser une rétrocompatibilité du protocole et qui nécessite une mise à jour des clients en même temps. Parce que voilà, sinon les clients ils vivent leur vie. Quand il n'y a pas de IP, une core IP, ils vivent leur vie. Nous, par exemple, quand on va déployer une nouvelle version de notre client, on ne dépend pas de Get ou d'OpenEthereum. Chacun fait sa vie pour les corrections du client qui n'impactent pas ce qu'on appelle le consensus, en fait. Donc, une core IP, c'est grosso modo une IP qui va changer quelque chose lié au consensus. C'est-à-dire la validation des règles, changer un format d'une transaction, tout ce qui peut impacter que les clients se mettent d'accord entre eux. Et s'il n'y a plus de consensus entre les clients, c'est-à-dire que ça fork. Et du coup, bah, on n'a plus une seule chaîne, mais plusieurs. Et c'est ce qu'on veut à tout prix éviter. Donc, une core IP, c'est ce type-là. 1559 en fait partie. C'est les IP les plus complexes et les plus longues vraiment à mettre en place, puisque justement, elle nécessite une coordination et un effort commun entre toutes les équipes. C'est pour ça que ce sont les plus complexes, les plus difficiles à mettre en place. Ensuite, il y a des EIP qui vont plus être liés à la communication entre le client Ethereum et le monde extérieur. Notamment, par exemple, ça va être, vous savez, pour communiquer avec un nœud Ethereum, on va utiliser ce qu'on appelle une interface RPC. En fait, grosso modo, c'est vous, sur une application Uniswap ou quoi que ce soit, au travers de votre MetaMask, par exemple, vous allez communiquer avec un nœud et grosso modo, il y a un protocole qui se passe entre les deux qui permet de faire des demandes, de demander quel est le solde de telle adresse, moi je veux signer une transaction, etc. C'est toute la couche extérieure qui permet aux applications de communiquer avec le nœud. Ça va être aussi une catégorie de IP. Et là-dessus, ça ne nécessite pas de hard fork puisque chaque client peut faire comme il veut. Il n'y a pas vraiment en vrai d'obligation à respecter des formats. Bon, dans les faits, il se trouve que c'est plus intéressant de le faire quand même pour avoir une interopérabilité, pour se dire c'est plus facile pour ceux qui vont développer des dApps, donc des applications décentralisées. C'est plus facile s'il y a un format commun et qui vont pas dépendre du coup de dire si je communique avec tel client, je vais faire ça, si je communique avec tel client, je vais faire comme ça. On essaie quand même d'harmoniser, même si dans les faits, il n'y a pas d'obligation.
Donc, c'est un autre type de IP. Ensuite, il va y avoir les EIP qui concernent les fameux ERC. Donc, le plus connu étant le RC20, par exemple. C'est des standards conventions pour l'implémentation des smart contracts. Donc, par exemple, un ERC20, qu'est-ce que ça dit? Ça dit, bah voilà, un token de type ERC20 pour être considéré comme ERC20, il faut qu'il ait telle et telle et telle fonction. Donc, transfert, approve, get balance, enfin, ce genre de choses. Et donc, tout contrat qui va respecter ce standard, et bah, toujours pour de l'interopérabilité, c'est beaucoup plus simple pour une application, donc un DEX comme Uniswap, n'importe quoi, de dire, OK, moi, voilà, je sais que ce contrat-là, il implémente la spécification ERC20, donc je sais comment parler avec lui, comment communiquer avec lui. Donc, il y en a plein des ERC, 721 par exemple pour les NFT, qui est un autre ERC. Donc, ça aussi, c'est une catégorie de IP, les ERC. Pareil, ça ne nécessite pas de changement dans le consensus. Donc, les ERC, on peut en avoir, ils vivent leur vie, puisque ça, c'est sur la couche applicative qui tourne sur le protocole. Donc, on n'a pas besoin de mettre à jour les clients pour supporter un nouvel ERC, puisqu'en fait, c'est juste, entre guillemets, une convention humaine. Ensuite, il y a aussi des EIP un peu moins importantes, j'ai envie de dire, dans le sens où c'est plus des méta-EIP sur le process lui-même. En fait, il faut savoir que, par exemple, les EIP eux-mêmes sont régis par une EIP. Le IP 1, c'est une EIP qui dit comment on doit créer une EIP. Donc ça, c'est intéressant, c'est un peu une inception. Donc voilà, il y a des EIP aussi qui concernent les processus, en fait, comment gérer des EIP, etc. Alors voilà, maintenant, les différentes étapes de la création d'une EIP. Donc, quelqu'un va se dire un jour, il manque ça dans le protocole ou il y a un problème, moi je verrais bien ça, ajouter une fonction, etc. Donc, grosso modo, la première étape, bon, potentiellement, comme tu disais, en parler sur des forums, etc. Discuter, sonder l'avis des gens, c'est toujours mieux. En fait, déjà d'une, pour essayer de savoir si ça n'existe pas déjà, potentiellement, ou si c'est une très mauvaise idée qui ne verra jamais le jour. On va avoir un petit filtre. Après, si la personne est convaincue, par exemple, que ça vaut le coup de proposer telle fonction, eh bien, la première étape est de créer une EIP justement en statut brouillon. En fait, c'est comme ça, elle va être visible de tous. En fait, concrètement, si on parle concret, il y a un GitHub. Un GitHub, c'est quoi? C'est un gestionnaire de code source. Et il y a un repository, ce qu'on appelle un repository. Bon, c'est un dossier, on va dire, de Ethereum, un dossier qui s'appelle EIP. Et dedans, vous avez toute la liste des EIP avec peu importe leur statut, même si elles ne verront jamais le jour, elles seront visibles dans ce repo-là. Et en fait, vous créez votre IP dans ce repo-là, vous décrivez, donc il y a un format à respecter, l'auteur, la date, le type de IP, donc les fameux types dont je parlais tout à l'heure, un petit paragraphe qui explique pourquoi cette IP est importante, ensuite un paragraphe qui décrit en détail qu'est-ce que concrètement apporte cette EIP, un paragraphe sur la sécurité, est-ce que ça peut potentiellement affecter ou pas la sécurité du protocole, enfin bref, il y a un formalisme à respecter. Ensuite, voilà, elles vont passer par différentes étapes, dont notamment des discussions durant des fameuses réunions toutes les 2 semaines avec tous les corps développeurs. On va discuter des EIP qui sont en statut draft. Donc là, il va y avoir un premier filtrage pour dire bah voilà, est-ce que ça c'est intéressant, est-ce qu'il y a des problèmes, en discuter. En fait, pour passer une IP, en vrai, c'est quand même faut s'accrocher parce que c'est un travail de longue haleine. Par exemple, 1559, on pourra en reparler, mais moi personnellement, ça fait plus d'1 an et demi que je travaille mais quotidiennement dessus, vraiment. Et je suis pas le seul en plus. On est des dizaines à travailler sur. Bon, cette IP est particulière parce qu'elle est très très large en termes de scope et d'impact. On en reparlera plus tard. Pourquoi mais voilà, faut s'accrocher. Si quelqu'un veut faire passer une idée, il suffit pas de mettre une idée et tout le monde va dire elle est bonne. En fait, il faut ce qu'on appelle un champion. Un champion, c'est quelqu'un qui va la défendre. Il va venir toutes les 2 semaines durant les All Core Dev, il va marteler, dire est-ce qu'on peut parler de ça, est-ce qu'on peut parler de ça. En fait, il faut que voilà, il y a quand même un agenda parce que sinon voilà, c'est le fouillis. Essayez déjà qu'elle soit discutée durant l'agenda parce qu'en fait c'est des créneaux de 2 heures toutes les 2 semaines. Tu te doutes bien qu'il y a énormément de sujets à aborder. Donc voilà, pour que quelqu'un en vrai, bon, on pourra faire quelques critiques sur la gouvernance Ethereum après, plus tard. Je suis ouvert à ça. Mais voilà, pour quelqu'un qui n'est pas connu, par exemple, dans l'écosystème, qui n'est pas un core dev, ça va être encore plus dur. Si une personne lambda fait sa proposition dans son coin et elle dit oui, je veux discuter de ça dans l'agenda, il y a déjà une bonne probabilité qu'on dise bah non en fait. Donc voilà, faut s'accrocher, faut revenir, prouver, enfin essayer de discuter un petit peu avec les gens pour montrer que ça peut être une bonne idée et tout. Après, admettons qu'elle soit discutée, bah voilà, après il peut y avoir des objections, des contre-argumentaires et tout. En général aussi, dans l'EIP, il va y avoir un lien vers un forum dans lequel on échange aussi de manière écrite, etc. Comme ça, là, c'est plus accessible. Il n'y a pas besoin de se réunir tous ensemble et tout. On peut en discuter et tout. Ensuite, après, elle peut passer à un statut qui va dire OK, on va le faire.
ok, on va le faire. Quand on sait pas quand, mais on dit ok, on va le faire. Elle va être en statut voilà en cours. Ensuite, voilà. Si c'est une implémentation, une EIP qui est dite de type core, et bah après il va falloir se mettre d'accord entre tous les clients pour dire voilà, nous on aimerait la caler dans telle ou telle mise à jour. Par exemple, il faut dire on veut la mettre dans London, dans Shanghai, enfin dans n'importe quelle mise à jour. Ensuite, on va se dire bah là, elle a été faite par tel et tel client. On va savoir exactement quel client a implémenté telle EIP. Une fois que tout le monde l'a implémenté, après on peut commencer à dire quand est-ce qu'on va la mettre sur un testnet, etc., etc. Et la route est longue jusqu'à arriver potentiellement au mainnet. Et entre deux, elle peut avoir été abandonnée ou considérée comme morte ou considérée comme pas intéressante. Et justement, quoi de mieux que de passer à la pratique avec 1559? Cette EIP, tu as raison, intéresse énormément les gens. Il inquiète, il fédère, bref, il divise. Est-ce que tu peux nous dire en quoi cette EIP est un game changer pour Ethereum et quelles difficultés tu as rencontrées en essayant de le mettre en place? Ouais. Alors, par où commencer? Alors, c'est vrai que c'est game changer, mais en fait, le game changer, il va dépendre du point de vue, en fait. Parce que, en vrai, il est game changer, mais pour des raisons que les gens même ne suspectent même pas, ou alors ignorent, ou alors s'en foutent, pour être tout à fait transparent. Il est game changer, en vrai, pourquoi? Pour une amélioration d'expérience utilisateur. Un des points qui est vraiment difficile en fait sur la blockchain Ethereum, c'est l'estimation du prix du gaz. En fait, voilà, vous allez vouloir faire une transaction. Bon, vous directement en tant qu'utilisateur, souvent vous faites confiance à votre MetaMask. Par exemple, si vous utilisez MetaMask, il va vous dire, voilà, faut mettre tant de gas price. Et souvent, bah, les utilisateurs lambda, j'imagine, ils se prennent pas la tête. Ils font confiance à leur MetaMask et ils suivent la valeur. MetaMask derrière, lui, il va justement faire une estimation de ce qu'il estime être un bon gas price. Donc voilà, peut-être déjà on peut dire comment les transactions sont incluses dans des blocs. En fait, donc sur la blockchain Ethereum qui est sécurisée par des mineurs, les mineurs ils vont créer des blocs. C'est une des sources de leurs revenus, c'est ce qu'on appelle le reward, donc c'est la prime pour créer un bloc. Donc ils font un travail difficile avec le proof of work, et s'ils trouvent une bonne solution, ils sont rémunérés avec un bloc reward. Mais c'est pas la seule source de rémunération, parce qu'en fait le truc c'est que si avec que ça, bah en fait les mineurs qu'est-ce qu'ils feraient? Bah ils mineraient des blocs vides en fait, tout simplement, puisque ils auraient aucun intérêt à mettre des transactions, parce que mettre des transactions ça veut dire attendre d'en recevoir, les traiter, les exécuter, donc ça a un coût en fait. Donc, si on n'avait que le block reward, bah, ça serait compliqué de donner des raisons suffisantes aux mineurs d'inclure des transactions. Alors, c'est pour ça que leur autre source de rémunération, c'est ce qu'on appelle les fees, donc les frais de transaction. Donc, concrètement, c'est ce que vous allez payer pour que votre transaction soit inclue dans la blockchain. Et actuellement, avant 1559, ça allait entièrement aux mineurs. Donc, c'est une énorme source de rémunération. Et en fait, c'est eux qui dictent, qui font la loi, en fait, parce que c'est eux qui disent oui ou non, je prends telle ou telle transaction. Et qu'est-ce qui se passe concrètement? Eh bien, en fonction de la demande du réseau. Parce qu'en fait, c'est clairement l'offre et la demande. L'offre, c'est quoi? C'est la place dans un bloc. Et la demande, c'est les utilisateurs qui veulent mettre des transactions dans un bloc. La taille des blocs, c'est un espace qui est fini. Et y a en général, ça va dépendre des moments d'utilisation, mais il y a très souvent bien plus de demandes que d'offres disponibles dans un bloc. Donc, il va y avoir ce qu'on appelle une sorte de congestion. Donc, vous imaginez par exemple un goulot d'étranglement où que voilà, ça va s'engorger de transactions. Il y a plein de transactions exécutées, mais la place dans ces blocs, elle est finie. Donc, on peut pas tous les prendre. Donc, on va les trier. Et donc, qui dit trier les transactions pour les mineurs? Bah, tout simplement, il les trie par ordre décroissant de gas price. Donc, en fait, ils exécutent en premier les transactions qui vont leur rapporter le plus. C'est pour ça que, en temps de congestion du réseau, bah, les prix du gaz peuvent exploser. Donc là, on l'a vu récemment, par exemple, là, quand il y a eu un pseudo crash du marché, je pense que voilà, comme beaucoup voulaient sauver une partie de leur argent, ils ont tous essayé de vendre en même temps, ce qui fait que les gas prices ont explosé. Donc voilà, on est très tributaire de ça. Et d'un autre côté, il y a aussi en fait des pros en fait qui vont par exemple faire des transactions très très importantes pour eux. Par exemple, ils vont profiter de l'arbitrage entre deux DEX, etc. Une volatilité, ils vont essayer de jouer sur la volatilité entre le prix d'un asset sur deux DEX différents. Et en fait, pour être sûr, parce qu'en fait, pour profiter d'une volatilité, il faut être très rapide. Donc, pour être sûr que leur transaction elle va être bien prise et bien inclue au moment où ça vaut le coup, eh ben, ils vont mettre des gas price énormes. Et en fait, il y a un effet, un cercle vicieux, c'est-à-dire que il y a des gens qui vont faire ça, ce qui fait que ça va augmenter la moyenne du gas price, et ce qui fait que les autres utilisateurs qui sont aussi un petit peu pressés, ils vont aussi augmenter, et ainsi de suite, parce qu'on ne connaît pas le prix qui serait optimal normalement.
Alors ça, c'est pour ça que 1559 intervient. Qu'est-ce que ça apporte concrètement? Ça ajoute ce qu'on appelle le base fee. Et le base fee, c'est quelque chose qui va être géré par le protocole lui-même. Donc, c'est pas les mineurs qui vont décider. Ça, c'est la grosse différence. C'est un minimum pour lequel on te garantit que tu vas être inclus dans les prochains blocs. Bon, ça, on ne dit pas exactement quand, mais on te dit que voilà, si l'objectif, c'est quoi? C'est de tendre vers une occupation des blocs à la moitié. En fait, là, ce qu'on va faire, on va doubler la taille maximale d'un bloc. Là, 1559, ce qu'elle va apporter concrètement comme modification, c'est ça. On va doubler la taille potentielle d'un bloc, mais on sait très bien qu'on n'a pas la capacité pour gérer 2 fois la taille des blocs actuels, parce que déjà, on peut dire que c'est un peu short. Mais on va essayer de tendre à rester toujours à la moitié. Et donc, en fonction de comment l'utilisation fluctue, si on dépasse la moitié, grosso modo, le base fee va augmenter. Ça veut dire que le protocole va gérer, il y a des règles mathématiques. Il va être borné, donc ça, c'est ça la grosse différence. Il peut au maximum fluctuer de plus ou moins 12,5% d'un bloc à l'autre. Donc, ce qui fait que ça devient beaucoup plus prédictible, en fait, d'un point de vue utilisateur. Et en fonction de ton degré d'urgence, tu peux te dire, bah voilà, moi, si je suis pas pressé, je vais pas bouger. Et tu sais exactement combien tu vas devoir payer pour être inclus dans les prochains blocs, puisque tu sais de combien au maximum ou au minimum ça peut bouger d'un bloc à l'autre. Donc ça, c'est la première chose. Et en fait, on peut payer ce qu'on appelle un type, on va dire, par-dessus le base fee. Et c'est ça qui va concrètement aller aux mineurs, parce que le base fee, il est brûlé. Donc c'est pour ça que 1559 est célèbre pour la majorité des gens, parce que il va introduire un burn. Qui dit burn dit dans la tête des gens déflationnaire, et qui dit augmentation de la valeur de l'asset, puisqu'il crée un effet de rareté supplémentaire. Et en fait, évidemment, les mineurs ne le voient pas d'un bon œil, parce que ça peut réduire drastiquement leurs revenus en fonction des cas. Bon, on n'est pas tous d'accord sur les estimations de la baisse de revenus que ça leur apporterait, mais bon, en tout cas, ce qui est indéniable, c'est que ça va engranger une forte baisse des revenus, ça c'est sûr. Et donc, ce base fee qui est brûlé, donc il ne va pas aller aux mineurs, donc c'est de l'Ether qui va disparaître de la supply. Donc effectivement, ça pourrait avoir des valeurs vertueuses en termes de modèle économique, puisque l'effet de rareté, ça serait encore plus puissant que le Bitcoin qui dit on a une valeur finie. Mais là, non seulement on a une valeur finie, mais on a une valeur aussi qui peut décroître avec le temps en fonction de l'utilisation du réseau. Donc voilà pourquoi elle est célèbre. Et donc concrètement, pourquoi ça va améliorer l'expérience utilisateur? Et indirectement, parce qu'en fait les wallets ou les MetaMask, etc., pour eux ça va être beaucoup plus simple justement de trouver un bon gas price. Ils vont plus besoin d'entrer dans des calculs très complexes, etc. Parce qu'il faut savoir que en fait l'estimation du gas price c'est même un business. En fait, il y a des entreprises qui seront spécialisées dans comment déterminer un gas price efficace, etc. Bon, on peut considérer que déjà cette EIP va leur faire très mal. Ça peut concrètement tuer leur business, hein, parce que vu que l'estimation devient beaucoup plus prédictible, il n'y a plus d'intérêt à utiliser des algorithmes complexes pour déterminer un bon gas price. Donc ça, c'est la première chose. De deux, qu'est-ce que ça implique, cette modification? Ça force que jamais autre chose que l'Ethereum ne soit payé pour payer des transactions. Parce que qu'est-ce qui se passe concrètement dans la vraie vie? Il faudrait regarder par curiosité dans certains blocs. Vous allez voir dans des blocs et vous allez regarder des transactions. Des fois, vous allez en voir des transactions avec un gas price à 0. Mais vous dites, mais dans ce cas-là, comment ça se fait que le mineur il a pris cette transaction? Qu'est-ce qui se passe en fait concrètement dans la vraie vie? Ils reçoivent des paiements off-chain de gens pour inclure leur transaction. Et ce qui fait que ça veut dire qu'ils vont payer avec du dollar ou quoi que ce soit, ou via des accords. Et ça, c'est pas bon pour le protocole. On veut que ça soit l'Ether qui soit utilisé pour payer des transactions. Et donc, cette EIP implique qu'au moins le base fee, il sera payé en Ether et c'est incontournable. Donc, il ne pourra plus y avoir des accords entre les mineurs et des gens pour faire passer des transactions sans payer en Ether. Donc, ça, c'est très bien pour le protocole. Aussi, ça va vraiment... L'idée, c'est vraiment de réduire la volatilité extrême que tu peux avoir dans des blocs. Parce que là, actuellement, sans l'EIP, il y a une variance en termes de gas price qui est phénoménale au sein d'un bloc. Ça peut aller du simple au x10 dans un même bloc. Et donc, en fait, c'est pas juste parce qu'en fait, c'est inefficace comme modèle. Parce que c'est-à-dire que toi, tu vas mettre un prix de transaction, mais tu vas payer, quoi qu'il arrive, le prix que tu as dit, même si potentiellement, tu pouvais payer 10 fois moins, tu serais passé. Mais ça, tu peux pas le savoir à l'avance dans l'état actuel. Avec 1559, tu pourras le savoir à l'avance. Et donc, pourquoi ça peut être intéressant et pourquoi on peut penser, même si c'est pas l'objectif direct, qu'il y aura une réduction du prix du gaz, c'est parce que tu auras moins intérêt à surpayer, en fait. Parce que là, on va savoir de manière plus précise combien il faut payer de manière logique. Donc voilà, une conséquence naturelle, ça serait que dans 90% des cas, les gens vont pas surpayer
Donc, ça veut dire que potentiellement, dans 90% des cas, on pourrait avoir une réduction du gas price. Ça n'empêchera pas qu'en temps de congestion, ça va être la guerre et les gens vont payer beaucoup plus que le base fee et on reviendra dans le modèle actuel. Mais au moins, on peut penser que dans 90% des cas, ça sera beaucoup mieux. Donc voilà, après il y a d'autres bénéfices, mais principalement c'est ça. Et alors pourquoi c'est controversé? Comme je l'ai dit, forte réduction des revenus pour les mineurs, donc ils le voient pas d'un bon œil, et forcément certains se sont opposés à cette EIP. Le premier qui ouvertement a mis sa position contre l'EIP, c'est Flexpool, qui est un gros pool de minage, etc. Et il a pris vraiment le lead pour combattre l'EIP, clairement. Ils ont commencé par créer un site stopeip.org qui référence les pools de minage qui supportent l'EIP et ceux qui sont contre. Et eux, leur but, bien sûr, c'est de motiver tous les pools de minage à les suivre et ne pas... Et en fait, c'est un peu malsain parce que c'est une sorte de pression. Ils vont afficher publiquement les pools de minage qui supportent l'EIP, etc. Ça fait un peu une sorte de pression en disant, oui, voilà, vous êtes... Ils sont un peu dans la politique de soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Donc ça, c'est pas terrible en termes d'échanges, etc. Ensuite, voilà, ils ont créé toute une série d'articles pour démonter l'EIP en essayant de dire. Alors voilà, je tiens à préciser que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont de mauvaise foi, mais il y a aussi des choses que je peux comprendre et qui sont légitimes. C'est un business pour eux. Voilà. Aussi, une autre chose que je voulais préciser, c'est que on pourrait se dire que finalement, pourquoi ils sont contre? Parce que si avec 15,59, on a bonne chance de penser que l'Ether va monter et eux, ils minent, ils gagnent de l'Ether. Mais en fait, eux, ils ont des frais récurrents et en fait, ils vendent très régulièrement l'Ether et c'est pas beaucoup de mineurs, surtout les plus petits, les plus modestes, ils holdent pas en fait. Ils vendent déjà pour assumer leurs frais de fonctionnement, l'électricité, etc. Donc voilà, ils sont pas forcément dans une projection long terme et de dire si l'Ether monte, c'est bien pour moi. Non, ils ont des coûts, c'est un business, c'est opérationnel. Donc voilà, ils ont essayé un peu de prendre le lead pour combattre l'EIP, intervenir durant les Core Dev. Il y a eu un débat, un échange avec des pools de minage, des représentants de différentes entités, etc. Ils ont clairement menacé de forker, c'est-à-dire de faire l'équivalent de ce qui s'est passé avec Ethereum classique. En fait, de dire OK, vous voulez faire ça, nous on va pas suivre votre mise à jour. Et donc, en fait. On va dire que la chaîne qui l'emportera sera la chaîne où il y aura le plus d'utilisateurs. Forcément, plus de gens qui vont aller dessus, plus de nœuds, plus de dApps, etc. Mais du coup, on peut avoir des problèmes en termes de sécurité parce que la sécurité du réseau Ethereum se mesure avec le hash rate, c'est la puissance totale de minage. Mais là, elle pourrait être fortement réduite. Admettons que 50% des mineurs décident de pas aller sur le fork 1.59, on réduirait la sécurité par 2, ce qui serait quand même assez dramatique. Donc ils essaient un petit peu de jouer là-dessus. Il y a une sorte de guerre politique pour essayer un petit peu, soit ils essaient de décaler dans le temps, ou soit carrément de l'annuler, ou essayer de faire des variantes dans le protocole. Essayer de trouver des sortes de compromis pour perdre moins. Ils avaient fait une proposition qui en vrai pourrait avoir du sens, mais en fait qui serait très complexe à mettre en place. Ils ont dit OK, ouais, on peut burner de l'Ether, mais dans ce cas-là, pourquoi on burnerait pas des gros wallets? En fait, faire une taxe en fait sur les gros wallets historiques, etc. en fonction de leur ancienneté et tout, parce que on peut se dire ces gens-là, ils avaient eu de l'Ether à beaucoup moins cher que maintenant, etc. En fait, le problème, c'est que techniquement, c'est très complexe à mettre en place parce que ça voudrait dire historiser par exemple, savoir exactement à quelle date un compte a fait tel mouvement, etc. Ça voudrait dire rajouter une taille considérable à la base de données qui est déjà très grande et c'est déjà un trop gros problème. Donc même si les core dev avaient voulu suivre et tout, ça aurait été très complexe techniquement à mettre en place. Mais bon, voilà, aussi on peut se dire eux, les holders du début, ils ont pris un risque. C'est normal aussi qu'ils soient récompensés. Et voilà pourquoi on les taxerait d'avoir cru au projet avant tout le monde. Donc il y a des choses qui sont légitimes, d'autres qui sont un peu moins. Il y a une sorte de guerre politique, un peu du chantage, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que Vitalik a décidé de mettre en place un plan d'urgence pour le passage au proof of stake, pour qu'on n'ait plus cette épée de Damoclès au-dessus de nos têtes avec les mineurs. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, cette volonté de Vitalik d'accélérer le passage en proof of stake d'Ethereum, parce que dans l'absolu, cette EIP les embête plutôt que prévu, les mineurs, mais dans tous les cas, le minage deviendra obsolète avec Ethereum 2.0. Ouais, exactement. En fait, c'est ça leur enlève quelques mois de plus, en fait. C'est vrai que dans l'absolu, on peut se dire, avec le passage au proof of stake, de toute façon, leur business, il est mort. Mais en fait, il y en a aussi pas mal qui ont rejoint il y a pas longtemps, ils se sont dit,
Je pense qu'aussi, en vrai, il y en a beaucoup qui ont été surpris qu'on parle du Proof of Stake aussi rapidement. Il y en a beaucoup des mineurs qui pensaient, comme aussi les détracteurs d'Ethereum, que Ethereum 2 c'est une chimère et que ça ne verra pas le jour. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans cette optique-là. Et ils ont été surpris qu'en fait, en fait, ils ont empiré la chose parce qu'en faisant ça, ils ont accéléré le passage au Proof of Stake. Donc, j'ai envie de dire, ils se font avoir à leur propre jeu finalement. En essayant de combattre cette EIP, ils ont déclenché le plan d'urgence qui fait qu'il y a de bonnes chances que le Proof of Stake arrive plus rapidement. Donc voilà, je sais pas s'ils ont vraiment bien fait de faire ça. Alors après, c'est pas gagné, hein. Je dis ça, je pars pas du principe que voilà le fork ça va bien se passer et tout. S'il y a un hard fork, il y aura des conséquences. Ça peut être positif comme ça peut être négatif. Et un truc que j'ai envie de préciser d'ailleurs, ce qu'il faut bien voir, c'est que il y a un intérêt économique monstrueux à ce qu'il y ait un fork pour pas mal d'acteurs. Pas mal d'acteurs, alors notamment les exchanges. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? Là, s'il y a un fork, vous pouvez être sûr qu'au minimum pendant quelques semaines, les exchanges centralisés vont le lister. Parce qu'il y aura du volume. Ça veut dire que les gens ils vont spéculer sur les deux chaînes. Parce que au début, on n'est pas forcément sûr de savoir qui va gagner. Donc voilà. Après, il y a des gens qui vont avoir de l'Ether dans les deux chaînes finalement. Donc même en tant que holder, on peut se dire pourquoi pas un fork. Voilà, ceux qui avaient de l'Ether avant de l'Ether classique, ils ont eu de l'Ether dans les deux chaînes et ils ont pu après vendre sur l'une ou l'autre. J'espère qu'ils ont fait le bon choix à ce moment-là. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il y a un intérêt économique très important à ce qu'il y ait un fork. Peut-être un fork éphémère qui aura une durée de vie éphémère de quelques semaines, ou peut-être quelque chose de plus long terme comme Ethereum classique. Moi, je doute parce que ce serait vraiment étrange qu'on ait 3 Ethereum alors qu'on passe au Proof of Stake Ethereum 2.0. Mais tout ça pour dire que, voilà, moi je pense, et on est beaucoup à penser ça, que des exchanges centralisés pourraient lister ce fork. C'est pour ça que notamment on en parlera dans la fresque. J'ai mis un petit personnage dans la fresque qui évoque cette possibilité qu'un exchange centralisé liste ce fork. Et pour terminer, parlons de cette fresque que tu as créée en partie avec des artistes sous forme de NFT. Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que représente cette fresque et comment tu l'as mise en place? Ouais. Alors, pour moi, du coup, 1559, personnellement, c'est quelque chose de très impactant dans ma vie. Parce qu'en fait, ça fait 1 an et demi que je travaille au quotidien dessus et ça fait à peu près 2 ans et demi que je travaille de près ou de loin dessus. Et ça fait vraiment 1 an et demi que c'est mon quotidien. Donc, je vis 1559 depuis 1 an et demi. Et ça m'a vraiment aidé aussi à décoller dans l'écosystème, déjà au sein de mon entreprise, au sein de la communauté Ethereum, etc. Vraiment, ça m'a permis de créer des liens, de gagner en crédibilité, etc. Puisque, en fait, donc, je suis l'un des co-auteurs de 1559 déjà, avec Vitalik, entre autres, mais on est 6 auteurs de l'EIP. Donc ça, c'est déjà, franchement, je suis honoré de pouvoir être co-auteur sur une EIP avec Vitalik Buterin, quand même, c'est assez fou. Et du coup, j'ai eu l'occasion de faire des réunions avec lui et de découvrir le personnage. Et franchement, au passage, c'est quelqu'un vraiment d'incroyable. Hein. Et quand je vois des critiques sur lui, je comprends pas parce que c'est vraiment un mec c'est un génie, mais il est humble. Il est humble et modeste et il œuvre que pour le protocole. C'est incroyable. Bref. Donc voilà, moi personnellement, ça m'a aidé justement à gagner en crédibilité. En plus d'être l'auteur, je disais tout à l'heure, il faut un champion pour pousser une EIP. Et en fait, on a vraiment dans ma team, moi et Tim Beko, qui est dans la fresque d'ailleurs, qui est maintenant ce qu'on appelle le facilitateur de l'Ethereum Foundation. C'est lui qui concrètement va organiser les core dev toutes les 2 semaines et tout. Donc il a un gros importance sur l'écosystème parce qu'il va coordonner un petit peu le travail entre les différentes équipes et tout. Et il était, avant de rejoindre l'Ethereum Foundation, avec moi dans mon équipe. Et en fait, on a pris le lead sur cette EIP. On peut dire en toute modestie que sans nous, elle n'aurait probablement pas vu le jour, ou en tout cas pas tout de suite du tout. Elle avait commencé à avoir un momentum il y a 2 ans et ça s'arrêtait net. Parce que tout le monde disait c'est trop complexe, on va se heurter à des problèmes politiques, techniquement c'est complexe, ça implique un changement monstrueux dans le code de partout. Donc voilà, moi, Tim Beko, etc., on a pris le lead sur cette EIP, on y croyait beaucoup, on voulait que ça arrive et tout. C'est pour ça que depuis 1 an et demi, comme j'ai dit, de manière active, on a pris le lead dessus à la défendre toutes les 2 semaines, travailler dessus pour être parmi les premiers clients à l'implémenter. On est le premier client à l'avoir implémenté de bout en bout d'ailleurs, et j'ai moi-même fait personnellement l'implémentation de A à Z sur le client de Consensus. Donc ça, c'était vraiment, j'ai appris énormément, j'ai vraiment progressé de manière incroyable là-dessus. J'ai organisé des tests de performance à grande échelle pour toute la communauté. On m'a fait confiance pour faire ça et tout. J'ai côtoyé vraiment des gens très très intelligents. On a dû voir des aspects notamment sur la partie modèle économique et tout, l'impact sur la sécurité et les performances. Et donc je me suis dit,
en plus, en voyant tous ces événements, en tant que, bah voilà, j'étais directement impliqué, en voyant cette guerre politique, etc. Je me suis dit, en fait, c'est dommage. C'est dommage que des acteurs qui, on pourrait se dire, voilà, on a une communauté Ethereum, tout le monde œuvre pour que Ethereum soit un succès, mais finalement, c'est pas aussi beau, c'est pas tout beau tout rose. Il y a des acteurs, il y a les mineurs, il y a les core devs, il y a les utilisateurs, il y a les dApps, il y a les exchanges et tout. Chacun a ses intérêts, il y a des conflits d'intérêts, etc. Et c'était ça que je me suis dit. En fait, j'aimerais un petit peu raconter cette histoire. Et quoi de mieux que d'utiliser une des choses qui est comme innovation que Ethereum a apporté, à savoir les NFT, qui est vraiment une innovation et qui va bien plus que aller au-delà d'un petit chat pixelisé qui se vend à plusieurs millions. Parce que bon, malheureusement, ça c'est un peu vu comme ça, mais à la base, c'est vraiment quelque chose de très fort qui peut garantir. Ça peut être utilisé. D'ailleurs, Consensus, nous on l'utilise par exemple pour de la traçabilité des produits de luxe ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui va très très loin. Ça peut être utilisé pour plein de choses. Je me suis dit quoi de mieux que d'utiliser une des innovations majeures sur Ethereum pour raconter l'histoire de cette EIP qui est un tournant majeur, je le pense, pour l'écosystème Ethereum en général. Et au travers de cette flex, donc en termes avec qui j'ai fait ça, donc je prends l'initiative puisque moi je travaille sur l'EP depuis 1 an et demi, et pour l'illustrateur, donc l'artiste qui a travaillé dessus pendant plusieurs semaines pour faire cette fresque, c'est quelqu'un que je côtoie dans un autre cadre qui n'a rien à voir, puisque je suis fan de manga et en fait j'ai aussi pour projet de faire un manga. Et il se trouve que bah du coup j'étais en contact avec un dessinateur avec qui je collabore et avec qui j'envisage de faire mon manga plus tard. Et je lui ai parlé de ce projet-là, etc. Un petit peu lui demander ce qu'il en pensait et tout. Il faut savoir que ça sort totalement de son style habituel, parce que manga et une fresque en mode digital painting, ça n'a rien à voir. Et lui, il voyait ça aussi comme un challenge pour s'essayer à cette pratique, un petit peu ces nouvelles techniques et tout. Et donc, il était partant pour réaliser ce projet avec moi. Une autre des raisons pour lesquelles je fais cette chose, il faut savoir qu'il va bientôt y avoir ce qu'on appelle un grant. En fait, ça va être un système de donation pour récompenser tous ceux qui ont œuvré pour la mise en place de 1559. Donc voilà, toutes les entreprises qui ont travaillé dessus, les clients Ethereum et tout. Et je vais reverser une partie de la vente pour ce grant-là. En fait, qui va être bientôt public. Là, il va être public dans 2-3 semaines, je pense. Et une partie de la vente de mon NFT, en fait, qui est une fresque qui est découpée en plusieurs NFT, mais on va en reparler. Une partie sera reversée du coup à ce grant-là. Et du coup, voilà, l'illustrateur, bon, il a voulu faire un petit peu le challenge et tout. On a un petit peu discuté des idées. J'ai essayé de réfléchir comment dépeindre de manière la plus intéressante possible cette histoire, et je creusais un petit peu, bah voilà, un petit peu dans le domaine de l'art et tout, les artistes aussi, et je me suis dit Banksy, c'est un artiste qui a fait beaucoup parler de lui, et notamment récemment dans le milieu de NFT, avec une personne qui a brûlé un Banksy, et ça s'est vendu, je sais plus, à plusieurs millions. Enfin, ça a été un succès incroyable. Donc voilà, et j'ai regardé un petit peu ses œuvres et tout, et je suis tombé sur le Parlement des singes. Donc le Parlement des singes, en fait, c'est une œuvre qui dépeint le Parlement britannique. Donc il y a plusieurs interprétations sur l'analyse. Voilà, certains disent que ça représenterait le côté que l'une des plus anciennes institutions de la démocratie britannique est devenue un peu animal, tribal. Le fait que les humains étaient remplacés par des singes pour montrer peut-être que, bah voilà, il y a peut-être une connotation un petit peu péjorative du côté peut-être on n'essaye pas de débattre de manière intelligente et on est un peu chacun borné de notre côté. Sur la fresque, on peut voir qu'il y a clairement deux camps qui pourraient s'affronter. Donc moi, j'ai utilisé ça comme représentation pour représenter le camp des supporters de l'EIP et des détracteurs de l'EIP. Donc principalement du côté des détracteurs, je représente principalement le côté des mineurs. Donc j'ai mis des petits easter eggs par-ci par-là. Ça peut être sur des lunettes des singes avec le logo des poules de minage ou des petits symboles comme ça. Il y a beaucoup d'easter eggs en fait dans la fresque. Je vais pas tous les dévoiler parce que l'idée c'est un petit peu que les gens les découvrent et les trouvent. Et je veux voir, j'ai envie de savoir d'ailleurs si tous vont être découverts ou pas. Ça peut être intéressant. Il y a pas mal de représentations. Du coup, je représente ça et aussi quelques personnages importants dans cette histoire, notamment Tim Beko, par exemple, qui est représenté dans la fresque, dans le camp des supporters. Il y a Vitalik Buterin au milieu. J'ai volontairement représenté dans une position neutre, puisque bien sûr, en tant que c'est lui qui a émis l'idée initiale de 1559, donc forcément qu'il est pour. Mais là-dessus, je trouve honorable le fait qu'il soit objectif
et qui n'essaie pas d'imposer un changement quoi qu'il arrive, quoi. Là, par exemple, si la majorité de la communauté ne voulait pas qu'un 59, il ne ferait rien pour la faire passer de force. Donc, c'est pour ça que je le représente dans une position neutre finalement sur cette fresque, parce que je trouve qu'il fait bien le travail de rester vraiment en tant que, voilà, il va pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Lui, il présente des idées. Voilà, après, c'est la communauté qui décide. Il y a également mon patron, d'ailleurs, Joseph Lubin, le patron de Consensus, qui est représenté dans cette fresque. Bon, je peux te donner un petit détail sur lui de qu'est-ce que ça veut dire. C'est le seul détail que je vais donner. Donc lui, il est représenté un petit peu au milieu, mais un tout petit peu excentré du côté des supporters, pour dire quand même qu'il est supporter. Mais en fait, sur la fresque, vous pourrez voir que il tend la main vers le camp opposé et avec une colombe. Donc pour dire qu'en fait, il est ouvert à la discussion et potentiellement trouver des compromis, essayer de vrai. Donc ça, je l'ai fait en accord avec lui, un petit peu, voir un petit peu déjà s'il acceptait que je le représente dans la fresque et tout ça. C'était intéressant de parler à son boss parce que voilà, Consensus, c'est voilà, c'est une multinationale. On n'a pas toujours l'occasion de parler à son patron, donc je vais parler de ça. Il a adoré l'idée. Non seulement il m'a dit il y a pas de problème, tu peux le faire, mais il m'a même encouragé. Et donc, je lui ai un petit peu demandé comment il voulait être représenté et tout, parce que voilà, je voulais pas mettre des symboles s'il n'y en avait pas. Et c'est un petit peu avec lui, c'est lui qui m'a donné 2-3 idées pour la représentation. Et j'ai mis un petit acteur, voilà, un petit peu opportuniste. J'ai mis CZ Binance dans la fresque qui se cache du côté des supporters parce que, comme je disais, pour représenter le fait qu'il y a un intérêt économique à faire vivre ce fork et en gros de dépeindre le fait que je parie que Binance listera ce fork s'il y en a un. Donc voilà, il y a aussi les fameuses bannières de chacun des deux côtés qui représentent les sites qui ont été créés. Donc comme je disais, le premier pool de minage qui s'est opposé, Flexpool, a créé un site Stop IP1559. Donc j'ai fait d'un côté les singes qui sont contre, ils tiennent une bannière avec écrit Stop IP1559 parce que c'est devenu aussi un hashtag. Et du côté opposé, le Support IP1559 qui est le pendant côté supporter. Voilà, il y a plein de petits symboles un petit peu dans la fresque. Ça va être découpé en plusieurs morceaux. L'idée, c'est quoi? En fait, déjà, de la rendre accessible à un plus grand nombre. Donc, il y a à peu près une 60aine de pièces en tout, chacune unique, sauf les bannières. Les deux hashtags, elles sont en 10 exemplaires chacune. Mais sinon, ils sont uniques. Et j'ai fait des petites pièces qui représentent chaque tête de singe qui peuvent être achetées individuellement. Il y a des portions de la fresque un peu plus grandes, et notamment avec les personnages un peu plus importants. Par exemple, Tim Beko a sa fresque, son NFT individuel. Vitalik également, Joseph Lubin, CZ Binance. Et Flexpool, le premier pool de minage qui tient un trident doré. Bon, la symbolique, je pense qu'elle est évidente sur le trident doré. C'est ce que j'appelle moi le golden fork. En fait, le fork, ouais, qui va valoir des millions, quoi. Donc voilà, découpé en plusieurs pièces. Et l'idée vraiment, c'est de dépeindre cette histoire qui m'a marqué personnellement et qui, je pense, a marqué et marquera la communauté Ethereum. Je pense que c'est la première fois qu'on voit un tel engouement autour de NIP. Et en fait, c'est aussi pour dire que voilà, faut aussi penser à comment la communauté et les utilisateurs vont voir ce spectacle et aussi les autres blockchains. Comment ils vont voir ce spectacle sur Ethereum. Et voilà, je vois aussi beaucoup de détracteurs des autres blockchains, hein, Solana, d'autres blockchains qui critiquent fortement ce qui s'est passé sur Ethereum. Voilà, ils ont tout intérêt à taper sur l'écosystème Ethereum. Donc c'est aussi pour dire voilà, faisons attention, voilà comment toute cette petite guéguerre en interne est perçue par le grand public. Une dernière chose, Abdel, je peux pas te laisser partir sans poser cette question. Comment tu vois Ethereum dans les prochaines années, à horizon 5-10 ans? Est-ce que tu es confiant sur l'écosystème et sur son développement? Alors, je suis confiant. Vraiment, je suis confiant sur Ethereum. Il est critiqué pour bien des raisons et je suis pas un maximaliste. D'ailleurs, je tiens à commencer par là. Je suis pas du tout un maximaliste. J'aime Ethereum parce que surtout c'est celui qui m'a fait aimer la philosophie de la décentralisation. Moi, voilà, je suis vraiment entré dans la blockchain pour la philosophie. Il faut savoir que au début, j'ai pas du tout investi ou quoi que ce soit. Même si j'étais j'y croyais dur comme fer que ça allait être l'avenir, j'ai pas investi au début parce que voilà, moi, je voulais vraiment juste travailler pour la philosophie, voilà tous les use cases qui permettent d'avoir un système sans censure qui pourrait aider par exemple des pays dictatoriaux dans le domaine du journalisme, ce genre de choses dont on parle même pas. C'est un peu dommage pour l'instant parce que pour moi c'est
C'est sur tous ces éléments-là que Ethereum peut changer le monde. Pour l'instant, c'est que la finance. Bon, bah, évidemment, l'argent guide le monde. Tant mieux si ça met en lumière Ethereum, mais j'espère, j'ai la profonde conviction qu'un jour, ça changera le monde bien plus que sur la pure finance. Notamment le genre de projet dont j'ai parlé tout à l'heure sur le domaine de la santé pour sauver des vies. Avoir une technologie qui peut sauver des vies, voilà, ça vaut bien plus que n'importe quel protocole de DeFi pour moi. Donc oui, je suis confiant sur Ethereum. J'ai malgré tout quelques critiques sur l'écosystème Ethereum, notamment la gouvernance. On peut la critiquer sur certains égards. Le fait que justement, je dis, ça soit le parcours du combattant pour faire passer une EIP, une idée, parce qu'on pourrait se dire d'un point de vue extérieur, je peux l'entendre, qu'il y a une poignée de personnes qui décident. Donc les core dev, Vitalik, etc. On pourrait dire, bah voilà, c'est là que tout se décide et tout. Ça peut être un peu vrai. Je peux comprendre ces critiques-là. Moi-même, je l'ai potentiellement critiqué. J'ai essayé d'émettre l'hypothèse d'aller vers une pseudo-gouvernance on-chain, comme certaines blockchains le font. Par exemple, Polkadot et tout. J'aime bien, par exemple, le modèle de Polkadot sur la gouvernance. Donc, je suis pas maximaliste, j'ai jamais été pour ce qu'il est, pour sa philosophie, pour le fait que c'est lui qui m'a fait croire en la décentralisation. Je suis très confiant pour le futur. Passage au proof of stake, ça va résoudre les problèmes de scalabilité, le problème de l'impact environnemental, etc. Je suis très confiant. Les deux critiques majeures qu'on voit sur Ethereum, c'est la scalabilité et les fees qui sont chers. Donc voilà, le passage au proof of stake, l'adoption des layer 2 fait que je suis très confiant. Je ne m'inquiète pas. Pour autant, j'ai un peu la philosophie de dire je vois pas un modèle où il y aura une blockchain qui va gagner et les gouverner tous. Je suis plus un peu, justement pour le coup, un peu la philosophie Polkadot de dire on peut imaginer un système où il y a plusieurs blockchains qui vont cohabiter. J'aime beaucoup les écosystèmes Polkadot, Avalanche, Solana, mais un truc que j'aime pas par exemple sur Solana, c'est le côté la décentralisation, ça passe aussi par la facilité pour pouvoir lancer un nœud. Et en fait, sur Solana, c'est performant, mais c'est performant pourquoi principalement parce que les conditions pour être un nœud, c'est très compliqué. En fait, c'est-à-dire qu'il faut avoir un gros serveur très très performant, très très puissant, ce qui fait que le coût pour pouvoir être un nœud sur la blockchain Solana est très fort. Et moi, c'est pas ça la vision de la décentralisation que j'ai. Je préfère par exemple une blockchain comme Avalanche sur laquelle avec un Raspberry Pi très limité, tu peux faire tourner un nœud. Pour moi, c'est plus ça la décentralisation. Donc, je suis extrêmement confiant sur Ethereum. La DeFi, je pense que bien sûr, elle va évoluer. Un des prochains gros sujets que j'espère voir venir, et on en a parlé tout à l'heure, il avait une mauvaise image à l'époque, mais c'est les DAO. Je pense que les DAO peut donner vraiment une toute autre tournure à Ethereum quand vraiment tout le monde va se rendre compte que ça peut changer la manière dont les entreprises fonctionnent, les institutions, les gouvernements, tout via des organisations autonomes décentralisées. Je pense que ça sera encore un autre tournant. Une fois que voilà le côté spéculation DeFi va un petit peu s'essouffler, je pense qu'on va plus se focus sur des use cases qui peuvent changer, avoir un plus fort impact sur notre vie quotidienne et pour améliorer des choses dans notre monde. Discussion passionnante. Abdel, merci beaucoup. J'ai appris énormément de choses que je ne soupçonnais pas et approfondi des points que je croyais avoir compris. Mais non, en fait, particulièrement sur cette EIP 1559 qui arrive très prochainement. Il devait arriver, cette EIP, avec la mise à jour London le 14 juillet. Ça a été décalé début août, a priori le 4 août. On vous tiendra au courant et on vous tiendra informé sur les réseaux sociaux de Cryptost de cet avancement. J'espère que cet échange vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire et à nous suggérer d'autres intervenants ou sujets que vous aimeriez entendre sur ce format. D'ici là, restez curieux et connectez au site de cryptost.fr pour être à l'affût de toutes les dernières news crypto.